Je déclare ouverte la 10126e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est le suivant: la situation concernant la République démocratique du Congo. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant du Rwanda à prendre part à cette séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Madame Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe du secrétaire général en charge de la protection des opérations au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et chef par intérim de la MONUSCO, à prendre part à cette séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de son ordre du jour. Et je donne la parole à Madame Viviane Van de Peer. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter ce rapport au Conseil sur la situation en République démocratique du Congo. Cette séance intervient alors que la sécurité et la situation politique dans l'est du pays restent extrêmement tendues, caractérisées par la persistance des hostilités et des activités des groupes armés, alors que l'environnement opérationnel est soumis à des contraintes. Dans ce contexte difficile, la MONUSCO reste déterminée à s'acquitter de son mandat conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité adoptée en décembre dernier. Si la mission continue de mettre en œuvre l'intégralité de ses activités en Ituri, au Nord Kivu, il appuie aussi la mise en œuvre du cessez-le-feu, parallèlement à la protection des civils et autres priorités inscrites à son mandat. Au Sud Kivu, conformément à la lettre du secrétaire général transmise au Conseil le 27 février, les activités de la MONUSCO se concentrent exclusivement sur les fonctions liées au cessez-le-feu. Monsieur le Président, les affrontements entre les AFC et le M23, soutenus par les RDF, et les FARDC, soutenus par Wazalendo et d'autres alliés, au petit nord du Nord Kivu, ainsi qu'au Sud Kivu, continuent d'augmenter, caractérisés par un recours accru aux armes lourdes et par un renforcement des activités des forces militaires. En dépit du retrait des AFC et du M23 d'Ouvira le 17 janvier, sous pression de la communauté internationale, la situation au Sud Kivu reste tendue. La reprise des hostilités s'est étendue, modifiant les lignes de front, notamment vers la frontière du Burundi, augmentant le risque de conflit à l'échelle de la région. En Ituri, la situation reste alarmante. La violence liée à la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga autour de Boulé et Fataki a fait de nombreuses victimes, entraîné des déplacements en masse et abouti à des attaques sur les infrastructures, notamment un convoi de la MONUSCO. En outre, après une pause dans ces activités, les forces démocratiques alliées, les ADF, ont attaqué des sites d'extraction minière en territoire Mambasa le 11 mars. Assez loin de leur zone d'opération traditionnelle au Nord Kivu, où ils demeurent aussi actifs. Les récentes hostilités entre le gouvernement et les AFC M23 ont aussi été caractérisées par un recours croissant à des drones offensifs, ainsi que par le brouillage et la falsification constante des signaux GPS. Deux faits nouveaux préoccupants sont survenus à cet égard. Tout d'abord, le conflit s'étend au-delà du Nord et Sud Kivu, dans la province de Chopo, qui se situe loin de l'épicentre du conflit. Deuxièmement, l'utilisation de telles capacités en milieu urbain suscite de vives préoccupations quant aux risques que courent les civils et les infrastructures civiles, notamment les récents incidents ayant affecté des sites tels que l'aéroport de Bangoka à Kisangani et dans la ville de Goma.
Dans l'intervalle, les AFC M23 continuent de consolider une structure administrative parallèle dans les zones sous son contrôle, sapant plus avant l'autorité de l'État, compliquant l'acheminement de l'aide humanitaire. Ces difficultés sont exacerbées par l'absence d'un système bancaire opérationnel, alors que l'insécurité reste omniprésente, que les violations des droits humains sont multiples et que les restrictions d'accès sont graves. Monsieur le Président, en dépit de ces difficultés, les efforts diplomatiques à l'appui de la mise en œuvre des processus de paix en cours se poursuivent. Je me félicite de l'engagement réaffirmé par la République démocratique du Congo et le Rwanda d'avancer dans la mise en œuvre des accords de Washington tels que réaffirmés pendant la réunion des 17 et 18 mars à Washington. Les deux parties s'y sont mises d'accord sur des mesures concrètes pour poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix et apaiser les tensions sur le terrain. Qui plus est, les efforts menés dans le cadre du processus de Doha et les initiatives lancées par l'Union africaine ont aussi contribué à jeter les bases d'une architecture de cessez-le-feu ancrée autour du mécanisme de vérification et de surveillance et de vérification, le COVEM, et le mécanisme conjoint de vérification élargi plus, MCVE+. À cet égard, une mesure est à saluer, à savoir la convocation à Doha les 1 et 2 février de la 7e réunion du COVEM qui a abouti à l'adoption de son mandat et à un accord sur le déploiement du MCVE+, et de sa mission à Uvira en tant que première mesure de confiance. À l'appui de ces efforts et conformément au mandat de la mission, à l'appui de la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, les 13 et 14 février 2026, je me suis rendu à Goma par voie aérienne, premier atterrissage d'une collaboration avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, a déployé une mission conjointe à Uvira pour y évaluer la situation politique, sécuritaire et logistique nécessaire au futur déploiement du MCVE+. Les conclusions montrent qu'une surveillance crédible du cessez-le-feu exigerait des garanties de sécurité et une liberté de circulation pour la mission, avant même que soit déployée une équipe chargée de la surveillance et de la vérification. Parallèlement, les institutions onusiennes, fonds et programmes compétents travaillent aussi sur un ensemble de mesures de soutien de l'ONU en réponse aux priorités avancées pour établir l'autorité de l'État en mettant l'accent sur Uvira. Parallèlement, alors que le médiateur de l'Union africaine a entamé ses efforts afin d'harmoniser les initiatives de paix, la situation au niveau national reste fragmentée. À Kinshasa, la reprise des débats sur un dialogue inclusif s'est accompagnée d'une prolifération d'initiatives, semble-t-il, concurrentes. J'encourage tous les acteurs politiques et de la société civile à trouver un terrain d'entente sur la portée, les objectifs et les modalités du dialogue national. Je me félicite aussi de l'ouverture du président Félix Tshisekedi, avec l'appui de l'Angola, ouverture à un dialogue national inclusif. Et j'encourage le gouvernement à adopter des mesures de confiance afin d'encourager un dialogue inclusif et constructif de nature à ouvrir la voie vers des élections pacifiques et représentatives en 2028. Monsieur le Président, j'en viens aux activités de la MONUSCO, au Nord Kivu en Ituri. La mission continue d'appliquer son approche en 3 temps en matière de protection des civils. Pour être plus précise, la mission a assuré la protection de près de 3000 civils ayant fui la violence de la RCRP dans le village de Djaïba et ont trouvé refuge dans sa base de Fataki. La mission a aussi multiplié les patrouilles pour dissuader les ADF de poursuivre leurs attaques en Ituri et au Grand Nord, au Nord Kivu. Dans l'intervalle, la violence attribuée à la coopérative pour le développement du Congo, la CODECO, a diminué en partie grâce aux initiatives de paix locales lancées dans le cadre du dialogue Arrou 2, avec l'appui de la mission. En outre, en menant 204 patrouilles dans le cadre de l'opération Secure Harvest, préserver les récoltes 4, la mission a permis à 18 000 agriculteurs de récolter, de transporter leurs produits. Ces efforts, parallèlement aux opérations Nuno 2 et Safisha, offrent des exemples concrets de la posture adoptée par la mission en matière de protection dans les zones les plus exposées aux attaques des ADF. Dans ce contexte, la MONUSCO a maintenu cette posture proactive pour protéger les civils en renforçant les réseaux d'alerte communautaires dans les zones où sa présence directe reste limitée, en menant des opérations conjointes avec les FARDC.
La MONUSCO soutient aussi toujours la réforme du secteur de la sécurité, un processus mené par le pays inclusif. Le renforcement de la gouvernance et de la SSR reste essentiel pour permettre à l'État de s'acquitter de sa responsabilité première de protéger les civils, tout en avançant parallèlement sur le front du désarmement et du rapatriement, des efforts essentiels à la désescalade. J'encourage le gouvernement à aller de l'avant, à présenter et adopter une nouvelle loi de programmation militaire qui viendra compléter l'adoption de la loi de programmation policière de juillet dernier. Ces cadres législatifs offrent au pays les outils nécessaires pour protéger sa population et jeter les bases d'une paix durable. Monsieur le Président, depuis la présentation du dernier exposé au Conseil en décembre 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a continué de documenter de multiples graves violations et des exactions, notamment violences sexuelles liées au conflit, commises par des groupes armés et des acteurs étatiques. Les femmes et les enfants restent affectés de manière disproportionnée. Les cas de déplacement forcé, d'assassinats arbitraires, d'enlèvement, de violences sexuelles demeurent très nombreux. Depuis décembre 2025, 173 cas de violences sexuelles liées au conflit ont été confirmés, qui ont affecté 111 victimes, principalement des femmes et des filles. Et nous le savons, ce chiffre que n'est la partie émergée de l'iceberg. Qui plus est, dans ces zones, les restrictions imposées à l'accès de la MONUSCO continuent d'entraver sa capacité de surveiller, d'enquêter, de notifier ces violations telles que le prévoit le mandat du Conseil. Parallèlement, les zones contrôlées par les AFC M23 nous montrent que les défenseurs des droits humains, les journalistes et la société civile restent confrontés à des intimidations et à des détentions arbitraires. Je souligne l'alerte lancée le 8 mars par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme sur des cas d'esclavage sexuel et la situation des enfants nés de viol, soulignant l'urgence d'une action coordonnée et d'une réponse internationale pour mettre un terme à ces crimes et faire en sorte que les coupables rendent des comptes. Parallèlement, le travail forcé des enfants reste source de vives préoccupations dans les sites d'extraction minière artisanaux. Des enfants utilisés notamment aux fins de l'exploitation illicite qui alimente par ailleurs le conflit. À cet égard, nous réitérons notre disposition à soutenir le gouvernement pour l'aider à parachever la charte contre l'instrumentalisation des enfants à des fins politiques, électorales et liées au conflit. Monsieur le Président, alors que la situation sécuritaire reste instable, la situation humanitaire a considérablement changé. 6,4 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays, dont près de 4 millions dans les provinces de l'Est, sans oublier 4,3 millions de personnes de retour. La crise humanitaire est encore exacerbée par l'insécurité alimentaire, qui, en 2006, devrait toucher 26,6 millions de personnes, soit environ un quart de la population du Congo. Si les efforts actuellement déployés au plan humanitaire restent essentiels, ils sont insuffisants et se trouvent aggravés par les problèmes significatifs en matière de financement. Cependant, l'action humanitaire à elle seule ne permettra pas de régler les problèmes, notamment alors que les acteurs humanitaires restent ciblés. 10 incidents ont été signalés depuis décembre 2025. Récemment, l'assassinat d'un membre du personnel de l'UNICEF dans le cadre d'une frappe contre sa résidence à Goma est venu nous rappeler de manière tragique et inacceptable les risques que courent ceux qui œuvrent pour sauver les vies. Les civils et les travailleurs humanitaires ne sont pas des cibles et pourtant, lorsque la violence éclate, ce sont toujours les plus vulnérables qui paient le plus lourd tribut. Ces actes doivent être condamnés sans équivoque et les responsables doivent rendre des comptes. Président, distingués membres du Conseil, pour conclure, je souhaite réaffirmer que la paix et la sécurité de l'Est de la RDC exigent un engagement collectif renouvelé. Le peuple congolais, qui endure depuis trop longtemps la violence et l'exploitation illégale de ses ressources, mérite que la paix et une gouvernance responsable deviennent enfin une réalité. J'appelle les partis à honorer leurs engagements afin de combler le fossé entre la diplomatie et la réalité sécuritaire. Et j'invite les conseils à agir avec fermeté pour prévenir de nouvelles souffrances
et sanctionner les auteurs d'abus. La MONUSCO restera, quant à elle, résolument engagée aux côtés des civils. Je vous remercie. Je remercie Madame Van de Per pour son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui pourraient souhaiter prononcer une intervention. La parole est à Monsieur le représentant de la France. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue à New York. Et merci pour votre action, pour vos efforts de paix inlassables en Afrique. Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale par intérim, Madame Viviane Van de Per, pour son exposé. Il met en évidence en particulier le contraste entre les progrès des discussions politiques et la persistance de combats et d'une crise humanitaire grave. Les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont repris la semaine dernière à Washington. Il s'agit d'un signal encourageant. La France soutient pleinement la médiation des États-Unis, celle du Qatar et la facilitation de l'Union africaine. Des accords ont été signés. Ces accords doivent désormais se traduire sur le terrain, alors que la poursuite des combats a, par exemple, conduit au décès d'une ressortissante française travaillant pour l'UNICEF le 11 mars dernier. La France appelle à une enquête indépendante et impartiale. Les attaques contre les populations civiles et les travailleurs humanitaires sont intolérables et les parties doivent respecter le droit international humanitaire. Je souhaiterais aujourd'hui insister sur 3 points. Premièrement, ce Conseil a pris ses responsabilités et devra continuer à le faire. La résolution 2773, adoptée à l'unanimité de ce Conseil, demande au M23 de cesser son offensive, aux forces rwandaises de défense de se retirer du territoire congolais et à la République démocratique du Congo de déneutraliser les FDLR. Nous attendons des parties qu'elles respectent cette résolution. À l'unanimité encore, ce Conseil a adapté le mandat de la MONUSCO en décembre dernier pour qu'elle appuie pleinement les processus de paix. La résolution 2808 autorise la MONUSCO à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent dans le cadre du mécanisme agréé par les parties à Doha. Ce Conseil restera mobilisé pour que les parties rendent compte de leurs engagements. Deuxième point, la MONUSCO est prête à appuyer les processus de paix. La France remercie les Nations Unies pour le travail entrepris afin de détailler les modalités de soutien de la MONUSCO au cessez-le-feu, conformément à la volonté du Conseil et à son mandat. L'approche progressive et sous conditions proposée par la lettre du secrétaire général est pour nous la bonne. Je souhaite également saluer le rôle essentiel de la MONUSCO en matière de protection des civils, qui constitue une de ses tâches prioritaires. Dans les Kivu et en Ituri, la MONUSCO continue de protéger les civils face à l'action déstabilisatrice des groupes armés. Troisièmement, nous appelons à nouveau les parties à trouver une solution politique. Sur le terrain, l'urgence va à la matérialisation du cessez-le-feu, dont les principes ont été adoptés et qui doit être effectif, vérifiable et permanent. La cessation des entraves à la MONUSCO et des pratiques mettant en danger la sécurité des casques bleus est primordiale. Nous appuyons les efforts pour reprendre les vols humanitaires via l'aéroport de Goma, selon l'engagement pris à Paris le 30 octobre dernier. Le dialogue doit se poursuivre pour obtenir des garanties tangibles sur les protocoles humanitaires et sur le cessez-le-feu négocié à Doha. Une solution politique pérenne passera par la cessation de tous les discours de haine mettant en péril la sécurité des civils et par des avancées sur le dialogue intercongolais. Nous saluons à ce titre les consultations initiées par l'Angola. Il ne pourra enfin y avoir de paix durable sans lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, pour conclure, plus de 3 décennies de conflit ont raffirmé 2 convictions unanimement partagées au sein de ce Conseil. Premièrement, il ne peut pas y avoir de solution militaire. Et deuxièmement, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne sont pas négociables. Nous devons poursuivre notre engagement collectif pour restaurer la paix et la stabilité dans les Grands Lacs. Une solution est en vue. Ce Conseil doit l'appuyer de toute sa capacité. Je vous remercie. I give the floor to the representative. Je donne la parole à la représentante du Danemark. Thank you, Mr. President. And let me also thank you, Dr. Boulos, for...
Merci, Monsieur le Président, et merci de présider cette séance et pour les efforts que vous déployez personnellement pour amener la paix dans l'Est de la RDC. Je remercie aussi la représentante spéciale adjointe pour son exposé plus réjouissant et par son truchement, les efforts. Je remercie tous les hommes et les femmes de la MONUSCO qui poursuivent leurs efforts en dépit des difficultés. Monsieur le Président, il est clair depuis longtemps que le chemin vers une paix durable en RDC ne peut pas passer par la force, mais exige une médiation, un dialogue, un engagement de chaque instant. Le Danemark se félicite donc des divers efforts de médiation réalisés par les États-Unis, le Qatar, le Togo et l'Union africaine. Nous sommes aussi encouragés par les perspectives de dialogue national inclusif avec le soutien de l'Angola. Quel que soit le format ou le processus, nous demandons la pleine égale et la participation pleine égale effective des femmes, des minorités et autres groupes concernés pour garantir une paix durable. Cependant, en l'absence de progrès tangibles et d'amélioration dans la vie des civils sur le terrain, les accords et les processus risquent simplement de rester lettre morte. Nous sommes vivement préoccupés par la poursuite des combats et condamnons l'attaque réalisée à Goma le 11 mars qui a abouti à la mort de civils, notamment un travailleur humanitaire de l'UNICEF. Nous rappelons aux parties que le personnel humanitaire doit être protégé et que les attaques directes contre le personnel humanitaire sont prohibées et pourraient constituer un crime de guerre. À la lumière de ce qui précède, l'objectif premier pour les parties doit être de s'engager à appliquer un cessez-le-feu permanent et vérifiable. Nous réitérons par ailleurs notre appel à toutes les parties afin qu'elles respectent les engagements pris en matière de désescalade et pour la paix durable en RDC. Monsieur le Président, alors que les combats se poursuivent et que les besoins humanitaires augmentent, d'atroces violations des droits humains, des exactions abominables restent notifiées. Nous sommes vivement préoccupés par la violence sexuelle fondée sur leur genre, dont sont victimes les femmes et les filles, et par les rapports faisant état de restrictions graves à l'espace civique, arrestations arbitraires, détentions illicites de membres de l'opposition. La position du Danemark est claire. La paix ne peut pas durer sans justice. Nous réitérons notre appui à la mission d'établissement des faits de l'ONU sur la situation au Sud Kivu, au Nord Kivu. La mission d'établissement des faits doit poursuivre ses travaux au travers de l'établissement de la commission d'enquête, telle que demandée en octobre par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous devons préserver notre attachement à la justice, à l'application du principe de responsabilité en cas de crimes internationaux, y compris la violence sexuelle fondée liés au conflit. Des financements adéquats et pérennes sont ici nécessaires. Pour ce qui est de la MONUSCO, nous nous félicitons des observations du secrétaire général dans sa lettre sur les progrès réalisés en vue d'établissement du mécanisme de surveillance et de vérification. Nous nous félicitons du fait que la MONUSCO ait participé de manière constructive à l'élaboration du mandat et à l'installation du mécanisme. En tant qu'acteur crédible, jouissant d'une expérience significative dans l'Est de la RDC, la MONUSCO est bien placée pour appuyer la surveillance du cessez-le-feu. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de financements adéquats, prévisibles et durables et de capacités connexes pour la MONUSCO afin qu'elle puisse s'acquitter pleinement de son mandat. Dans le cas contraire, la mission risque d'échouer. Il est aussi clair que les conditions sur le terrain doivent s'améliorer pour que la mission puisse pleinement assurer la surveillance et le respect du cessez-le-feu. Nous rappelons donc à toutes les parties leur obligation de garantir la liberté de circulation de la MONUSCO ainsi que la sûreté et la sécurité des soldats et soldates de la paix. Monsieur le Président, en conclusion, le Danemark reste déterminé à contribuer à la paix et à la stabilité en RDC. L'évolution de la situation exige notre attention, notre engagement, notre intervention de chaque instant. Nous sommes prêts à travailler à cet effet avec tous les membres du Conseil. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Danemark et je remercie également la France de son intervention. Je donne à présent la parole à la Chine. Monsieur le Président, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Boulos pour sa présence aujourd'hui à la réunion et nous remercions Madame Viviane Van de Pierre de son exposé. La situation est difficile. D'un côté, les efforts diplomatiques avancent, mais d'un autre côté, le fléau de la violence est toujours là. La crise humanitaire est toujours là. Les civils souffrent. C'est pourquoi il faut continuer de tout faire pour promouvoir une paix
pérenne en RDC. Pour ce faire, il faut que l'accord de cessez-le-feu soit mis en œuvre. Les moyens militaires ne parviendront pas à la paix en RDC. Récemment, les parties au conflit ont échangé des tirs. Il y a eu également un recours aux drones accru dans la zone. Nous appelons donc toutes les parties à accorder la priorité aux négociations de paix et à assumer leurs responsabilités en conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2773 et autres accords. Le M23 doit s'engager en faveur du dialogue et des négociations. Et toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire en veillant à la sécurité des civils, des travailleurs humanitaires et des entreprises étrangères. Nous prenons note de l'implication d'entreprises de sécurité privée dans ce conflit. Il faut que cela cesse, car cela ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Récemment, l'Union européenne et les pays de la région ont mené des bons offices grâce à quoi un plan de médiation a été mis en place. Ces efforts sont louables, mais il est important que la communauté internationale appuie le rôle de l'Union africaine et des organisations infrarégionales pour compléter les efforts internationaux. Il faut que le cadre global soit mutuellement bénéfique pour rompre le cycle de la violence. Nous appelons les médiateurs extérieurs à faire preuve d'impartialité, de transparence et d'ouverture et à s'engager à la mise en œuvre des accords déjà conclus. Il faut que le rôle joué soit constructif pour assurer la désescalade. Ensuite, il faut que la MONUSCO puisse s'acquitter pleinement de son mandat. Elle doit bénéficier de garanties. Son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité est indéniable. Ceci étant dit, compte tenu de la situation précaire sur le terrain, il y a des incertitudes relatives aux arrangements relatifs aux cessez-le-feu. La liberté de mouvement de la MONUSCO n'est donc pas garantie, ce qui rend impossible l'octroi à la mission de nouvelles tâches. À ce stade, la MONUSCO doit accorder la priorité à la coordination pour créer des conditions plus favorables à la surveillance du cessez-le-feu. Il faut que le Conseil de sécurité reste informé de tous les progrès sur le terrain. Sur cette base, le Conseil de sécurité va prendre en considération ensuite l'évolution de la situation pour examiner les propositions du secrétaire général et déterminer s'il est nécessaire d'étendre le mandat de la MONUSCO en matière de surveillance du cessez-le-feu. La précipitation ne favorisera pas l'amélioration de la situation sur le terrain et risque de saper l'autorité de la mission. Nous pensons que la RDC doit pouvoir plutôt défendre sa souveraineté, son indépendance territoriale et son intégrité. Nous restons déterminés en ce qui concerne à faire de même en privilégiant les intérêts de la population. Nous n'avons jamais cherché à servir des intérêts égoïstes. Nous continuerons donc de travailler avec tous les acteurs pour que la paix et la stabilité soient ramenées dans la région et dans le pays et pour que la prospérité soit assurée. Merci. Je remercie la Chine et je donne la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Merci également d'être présent à cette réunion et merci des efforts que vous déployez pour promouvoir la paix dans l'Est de la RDC. Je remercie également la représentante spéciale Van de Peer pour son exposé éclairant et pour ce qu'elle a fait à la tête de la MONUSCO ces derniers mois. Près d'un an après l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773, Monsieur le Président, un an donc après l'appel lancé par le Conseil à la fin immédiate du conflit dans l'Est de la RDC, nous nous réunissons alors que la situation se caractérise à la fois par des progrès et la persistance des risques. Premièrement, la résolution 2773 doit être mise en œuvre immédiatement, sans condition et intégralement.
Les AFC M23 doivent cesser les hostilités et se retirer de Goma, de Bukavu et d'autres zones se trouvant sous leur contrôle actuellement. Les aéroports de Goma et de Kavumu doivent rouvrir sans délai. Les forces de défense rwandaises, quant à elles, doivent cesser leur soutien aux AFC M23 et se retirer immédiatement et sans condition du territoire de la RDC. Les administrations parallèles illégitimes doivent être démantelées et l'autorité de l'État rétablie à travers le pays. La Grèce réaffirme son soutien sans faille à l'indépendance, à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale de la RDC. Deuxièmement, nous sommes vivement préoccupés par le recours accru aux drones par les parties au conflit, ce qui a entraîné d'importantes pertes parmi les civils depuis le début de l'année. Nous condamnons les frappes qui ont récemment touché Goma. À la suite d'une de ces frappes, une fonctionnaire de l'UNICEF et d'autres civils ont péri. Encore une fois, nous réaffirmons notre attachement à assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et des casques bleus. Les attaques contre le personnel des Nations Unies constituent une violation flagrante du droit international et doivent donc faire l'objet d'enquêtes rigoureuses et les responsables rendre des comptes. Troisièmement, nous nous félicitons des efforts visant à garantir la conclusion d'un cessez-le-feu pour une paix durable et pour assurer la stabilité et ouvrir la voie à la réconciliation dans l'Est de la RDC. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine et l'Angola sont en train de déployer des efforts importants en matière de médiation. Et l'élan généré par les accords de Washington pour la paix et la prospérité doit être préservé. Il faut que la désescalade intervienne immédiatement grâce au concours de toutes les parties qui doivent honorer leurs engagements et accélérer la mise en œuvre des obligations contractées au titre des processus de paix. Quatrièmement, nous restons alarmés par la crise humanitaire grave et les conséquences lourdes pour la sécurité de ce conflit. Les personnes déplacées sont de plus en plus nombreuses. Dans ce contexte, toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire en garantissant un accès humanitaire sans entrave, rapide et en toute sécurité et faciliter les vols humanitaires. Nous sommes effarés par les violations graves des droits humains et les atteintes commises à l'encontre des femmes et des enfants, avec notamment le recrutement à grande échelle d'enfants, les enlèvements, les meurtres et mutilations, ainsi que les violences sexuelles liées au conflit, dont le niveau est aujourd'hui choquant. Les auteurs doivent rendre des comptes encore une fois. Enfin, toutes les restrictions à la liberté de circulation de la MONUSCO doivent être levées. Les résolutions 2773 et 2808 réaffirment le soutien du Conseil à la MONUSCO dont le rôle reste essentiel dans la protection des civils, répondant ainsi aux besoins humanitaires urgents et appuyant la mise en œuvre des processus de paix. La MONUSCO doit poursuivre ses efforts. Nous nous félicitons de la mission d'exploration MONUSCO, Organisation des Grands Lacs, à Uvira le mois dernier, dans le but d'évaluer les conditions de déploiement d'un mécanisme de vérification conjoint étendu. Nous restons déterminés à assurer la sûreté et la sécurité du personnel de la MONUSCO. La Grèce est disposée à appuyer tous les efforts du Conseil pour assurer la paix, la stabilité, le développement en RDC et dans toute la région. Je vous remercie. Je remercie la Grèce et je donne la parole au Libéria. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom des pays africains du Conseil de sécurité, les A3, République démocratique du Congo, Somalie et mon propre pays, le Libéria. Nous remercions la représentante spéciale par intérim pour son exposé. Nous saluons également les efforts déployés par Madame Bintou Keïta tout au long de son mandat et souhaitons la bienvenue à Monsieur James Swan qui prend la tête de la MONUSCO à un moment décisif. Monsieur le Président, l'Est de la RDC, depuis trop longtemps, est le théâtre de nouvelles ambitions, d'intérêts
externe et de griefs de longue date. C'est là où tout ces dynamiques convergent avec des conséquences désastreuses pour les civils. Le recours récemment à des moyens aériens sophistiqués, notamment à des drones, à Kisangani et à Goma, marque une escalade dangereuse. En effet, les civils, les acteurs humanitaires et le personnel des Nations Unies payent encore une fois le prix fort pour la sécurité, la stabilité. Ces violations sont plus que jamais, et c'est l'aspect le plus important, des affronts à notre humanité commune. Et c'est dans ces circonstances que la mise en œuvre d'un cessez-le-feu est aujourd'hui non seulement urgente, mais indispensable. Au sujet des efforts diplomatiques en cours, les A3 exhortent toutes les parties à prendre des mesures immédiates pour que la violence cesse et pour que le fossé persistant entre les progrès diplomatiques et les réalités sur le terrain se résorbe enfin. Nous saluons l'État du Qatar, les États-Unis, l'Union africaine et l'Angola, qui chacun joue le rôle qui lui est imparti. Et nous nous félicitons aussi des accords de Washington conclus le 4 décembre 2025 sous l'égide des États-Unis. Mais dans sa lettre du 27 février 2026, le secrétaire général a relevé que la MONUSCO pourrait nécessiter des déploiements complémentaires dans le cadre de l'approche progressive qu'elle a adoptée. L'objectif étant d'apporter un soutien durable à la vérification et à la surveillance du cessez-le-feu au nord et au sud Kivu. C'est un objectif auquel nous continuons de souscrire. Toutefois, l'adhésion au cessez-le-feu est encore confrontée à des obstacles majeurs. Le 10 décembre 2025, un jour après la conclusion des accords de Washington, les AFC M23 et leurs partisans ont pris Uvira. C'est une ville dont l'importance stratégique est indéniable, à la fois pour le RDC, la RDC et le Burundi. Seule une pression internationale soutenue a permis leur retrait annoncé le 17 janvier. Ils ont ensuite appelé au déploiement d'une force internationale neutre pour permettre la reprise des efforts politiques. Dans ce contexte, les A3 se félicitent de la signature d'un accord qui va permettre le déploiement d'un mécanisme de vérification conjoint étendu, le JVM+. C'était le cas lors de la dernière réunion de la COVEM le 2 février 2026 à Doha. Le déploiement de ces missions à Uvira représente une étape importante pour la mise en fonctionnement de dispositifs de surveillance du cessez-le-feu et démontre que les parties ont la volonté d'aller vers la désescalade. Les A3 encouragent en outre tous les efforts diplomatiques et politiques à mettre en œuvre la résolution 2773 qui prévoit un cessez-le-feu. Et cet engagement a d'ailleurs été réaffirmé dans la résolution 2808. Les accords de Washington et de processus Doha imposent des obligations claires de désescalade et de cessation des hostilités qui doivent être pleinement respectées. Malgré ces progrès, dans certains aspects, la mise en fonctionnement totale des mécanismes de cessez-le-feu n'est pas encore achevée. Le Conseil doit donc accorder la priorité absolue à la mise en œuvre du cessez-le-feu. Nous appelons donc l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar, en tant que médiateurs désignés, à intensifier leurs efforts et à continuer d'exercer une pression constante sur toutes les parties.
l'élan retrouvé ne doit pas être perdu. Sinon, la RDC risque de sombrer encore une fois dans une guerre à grande échelle, avec le risque que cette guerre s'étende à toute la région. L'Union africaine affirme depuis longtemps que les problèmes africains devaient être réglés par les dirigeants africains eux-mêmes, soutenus par leurs partenaires internationaux. Aujourd'hui, cette détermination doit être plus forte que jamais. Pour éviter que les progrès ne stagnent, encore une fois, les A3 soulignent la nécessité d'une architecture de paix consolidée qui rassemble les initiatives régionales, assure la cohérence dans la mise en œuvre et garantisse une information transparente au Conseil. J'aimerais également, Monsieur le Président, mettre en lumière plusieurs aspects, non pas à titre de commentaire, mais dans l'espoir que des mesures soient prises pour corriger le tir. Premièrement, la région ne manque pas d'accords. Ce qui manque aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est la mise en œuvre de ces accords. Les accords de Washington pour la paix et la prospérité de décembre 2025 réaffirment les engagements pris pour le retrait des troupes, la coopération économique et la mise en œuvre des accords antérieurs. Les mesures prises par la suite à Washington en mars 2026 définissent ce qui doit être fait pour préserver la souveraineté, assurer le désengagement des forces, neutraliser les groupes armés et protéger les civils. Mais les accords ne se mettent pas en œuvre sans que l'on fasse rien. Il faut donc que l'architecture de mise en œuvre de la paix dans la région s'accompagne de critères clairs, soit vérifiés par des tierces parties, soit assortis d'échéances et qu'il y ait aussi des sanctions en cas de non-respect de ces accords. Rédiger des accords sans les doter de mécanismes de mise en œuvre ne fait que créer de faux espoirs. Or, la paix ne doit pas être imaginée, elle doit être appliquée de manière concrète. Deuxièmement, la protection des civils doit être une priorité. La crise humanitaire a déjà déplacé 6,5 millions de personnes à l'intérieur des frontières du pays. 27 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave. C'est une situation qui nécessite une action urgente. À Goma et à Kavumu, il faut que les aéroports rouvrent immédiatement pour que les vols humanitaires et la MONUSCO reprennent leurs opérations. Les attaques contre les civils, le personnel humanitaire et le personnel des Nations Unies sont inacceptables. Des enquêtes impartiales et indépendantes doivent être ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents. Troisièmement, la MONUSCO doit être renforcée. La MONUSCO est en effet un pilier de la paix. Les mesures d'urgence ont permis déjà de réduire sa présence. Le nombre de personnels en tenue a en effet diminué de 23,4%. Tout retrait supplémentaire doit se faire de manière responsable, assorti de conditions et en gardant à l'esprit la nécessité de protéger les civils. Il ne serait pas raisonnable d'attendre de la MONUSCO qu'elle s'acquitte de son mandat avec des contingents réduits encore plus. Les A3 appellent donc à un financement durable, prévisible et suffisant de la MONUSCO. Il faut en assurer également la liberté de circulation. Des garanties opérationnelles doivent lui être accordées pour qu'elle puisse surveiller le cessez-le-feu. Elle doit assurer la coordination avec les mécanismes régionaux. Quatrièmement, il faut que le principe de responsabilité soit appliqué de nouveau. Les enquêtes ont confirmé une implication extérieure, notamment à travers l'appui aux groupes armés, sans oublier bien sûr l'exploitation illégale des ressources. Or, nous le savons, l'impunité alimente ce conflit. Il faut donc que le principe de responsabilité soit appliqué pour que l'impunité soit réduite à néant.
Enfin, les efforts diplomatiques ne peuvent opérer de manière isolée. Les A3 appellent donc à l'harmonisation des mécanismes de notification avec un mécanisme de surveillance unifié et des séances d'information conjointes et régulières au Conseil de sécurité. Lorsque la coordination est assurée au niveau des médiateurs, les partis ne peuvent plus se soustraire à leurs responsabilités. Les A3 réaffirment aujourd'hui leur détermination inébranlable à assurer la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous saluons la résilience du peuple congolais qui mérite plus que notre sympathie. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que ce moment décisif aujourd'hui ne devienne pas une autre occasion manquée. C'est pourquoi nous réaffirmons encore une fois cet attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité, à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il faut plus que il faut plus que la sympathie, comme je l'ai dit. Le peuple congolais mérite des résultats concrets, car si ce conflit devait persister, on ne l'imputerait pas à l'absence de solution, mais à l'absence de volonté de mettre en œuvre ces solutions. Merci. Je remercie le Libéria et je donne la parole à la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous félicitons de la présence parmi nous de Madame Liliane Van de Peer. Merci à elle pour son exposé. Nous nous félicitons également de la présence parmi nous du représentant du Rwanda. Force est de constater qu'en dépit de la conclusion 2025, grâce à la médiation extra-régionale de toute une série d'accords visant à assurer la paix dans l'est de la RDC, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée. Il n'est question ni de cessez-le-feu ni de réconciliation à l'heure actuelle. Bien au contraire, depuis le début de l'année, ce que nous constatons, c'est que la situation se dégrade contrairement aux accords conclus à Doha, à Washington. Les combats ne s'arrêtent pas et le conflit évolue même et devient de plus en plus sophistiqué sur le plan militaire, avec notamment le recours accru aux drones à la suite d'une frappe de drone qui a touché Goma le 11 mars. Une fonctionnaire de l'UNICEF a été tué, ainsi que 2 civils. Nous présentons toutes nos condoléances à leurs proches. Nous espérons que le gouvernement de la RDC prendra toutes les mesures qui s'imposent pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette frappe et pour que les responsables rendent des comptes. Cet incident, cette frappe, témoigne du prix fort que payent les civils innocents dans ce conflit. Ce sont en effet les civils qui perdent la vie au quotidien, qui sont victimes de violences sexuelles ou qui souffrent des conséquences humanitaires des combats. Nous ne savons pas combien de temps cela risque de durer encore, mais c'est une question à laquelle doivent répondre les acteurs de ce conflit. Le Rwanda et le RDC doivent s'acquitter des engagements pris dans le cadre de la résolution 2773 sur la cessation des hostilités. Cesser tout soutien aux groupes armés. Les acteurs du conflit, les parties au conflit, doivent bien sûr respecter ces engagements, mais il y a aussi la responsabilité des médiateurs. Nous espérons qui frappe l'est de la RDC ne surviendra pas du jour au lendemain. Il faudra de la patience, un contact soutenu et des efforts concertés des parties elles-mêmes, des partenaires africains et de la communauté internationale plus largement. Ces accords reposent néanmoins sur des engagements de bonne foi pris par les 2 pays, les 2 dirigeants,
Ils affichent leur volonté d'aller au-delà de la confrontation pour que s'ouvre une ère marquée par la coopération et la stabilité pérenne. En parallèle, le cadre de Doha offre une piste parallèle, mettant l'accent sur le contact direct entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23, afin de régler les problèmes concrets issus des violences. Nous remercions le gouvernement du Qatar qui a accepté la facilitation de ce processus. Ces efforts sont complétés par le processus de médiation de l'Union africaine, conduit par le président de l'Angola, M. Lorenzo, et par M. Faure Gnassingbé du Togo. Les acteurs humanitaires sur le terrain peuvent bénéficier de ces processus de médiation de l'Union africaine. Toutes ces initiatives sont complémentaires et nous sommes déterminés à en appuyer la mise en œuvre, tout comme nous sommes déterminés à appuyer la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2773. Et ces efforts ont déjà porté leurs fruits avec la création de nouveaux canaux de communication et de vérification. Or, ces progrès démontrent qu'un contact soutenu et des efforts concrets produisent des résultats concrets, même dans des conditions difficiles. Mais nous savons aussi qu'il reste beaucoup de problèmes à régler. Nous sommes extrêmement déçus par l'escalade du conflit provoqué par le Rwanda récemment. Ceci constitue une violation directe des obligations contractées dans le cadre des accords de Washington. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont pris une mesure sans précédent un peu plus tôt ce mois-ci. Nous avons imposé des sanctions ciblées aux forces de défense rwandaises et certains de ces généraux, 4 au total. Nous ferons tout pour que ceux qui sapent la paix assument les responsabilités de manière concrète. Nous appelons aujourd'hui au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Nous appelons en outre au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la RDC. Dans le même temps, le gouvernement de la RDC s'est engagé à neutraliser immédiatement les FDLR. À tout le monde dans les zones que le gouvernement contrôle. Ceci est essentiel pour apaiser les préoccupations qui alimentent la méfiance et l'instabilité dans la région. Pour que la paix soit pérenne, il faut également rétablir l'autorité de l'État de la RDC dans les Kivu. Le peuple congolais doit pouvoir compter sur ses institutions légitimes pour la sécurité, la gouvernance et les services de base dans ces régions. Nous devons également confronter directement un des facteurs les plus importants du conflit en RDC. En effet, les ressources naturelles de la région sont pillées systématiquement depuis des décennies. Les groupes armés, les réseaux criminels et les acteurs extérieurs se livrent à des activités d'exploitation des ressources minérales de l'Est de la RDC à travers des activités de trafic qui alimentent ensuite des chaînes d'approvisionnement illégales qui enrichissent à leur tour les groupes armés et d'autres acteurs, pérennisent la violence et sapent la gouvernance légitime. Cette exploitation prédatrice prive le peuple congolais des avantages que pourraient leur offrir leurs richesses naturelles, tout en alimentant la stabilité dans toute la région des Grands Lacs. Une économie de l'ombre s'est ainsi constituée et maintenue pendant trop longtemps. Toute paix durable dans l'Est de la RDC passe donc par le démantèlement sérieux de ces réseaux de trafic. Il faut renforcer la transparence et
l'exploitation responsable des ressources naturelles pour que ces richesses colossales du Congo bénéficient et profitent à son peuple. J'aimerais également présenter mes sincères condoléances aux familles et proches de la ressortissante française tuée le 11 mars, ainsi qu'aux proches des civils tués dans cette attaque. Tous les acteurs armés, y compris les sociétés militaires privées, doivent cesser les attaques de drones contre des forces statiques ou en retrait ou dans les zones densément peuplées et urbaines. Les partis avancent dans la mise en œuvre de leurs engagements, mais la MONUSCO reste indispensable dans le contexte actuel. La MONUSCO, le mois dernier, a facilité en effet, avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, une évaluation d'exploration à Uvira pour la surveillance du cessez-le-feu. La mission est disposée à étendre son rôle en matière de vérification et de surveillance du cessez-le-feu, comme l'indique le secrétaire général dans sa lettre du 27 février. Une expansion progressive aux fins de la surveillance du cessez-le-feu est tout à fait bienvenue. Toutefois, il incombe aux parties de créer les conditions propices à un tel dispositif en respectant leurs engagements. Ils doivent en effet respecter le cessez-le-feu en place depuis la déclaration du 19 juillet 2025, déclaration de principe conclue entre le gouvernement de la RDC et les M23. Chers collègues, si les défis à relever restent importants, les cadres actuellement en place offrent une voie réaliste et crédible pour une paix pérenne. Nous verrons à ce que les progrès se maintiennent et à ce que les espoirs du peuple congolais et de la région tout entière soient exaucés. Nous espérons que les acteurs de la région reconnaîtront l'implication du président Trump dans ces processus. La Maison-Blanche continue de suivre de très près et avec attention l'évolution de la situation dans la région. Les États-Unis resteront un partenaire fiable pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en RDC, au Rwanda et dans toute la région des Grands Lacs. Je reprends à présent mes fonctions de président du Conseil. Et je donne la parole au Rwanda. Merci, Monsieur le Président, et merci de votre présence. Merci également pour les efforts personnels que vous avez consentis dans ces processus de médiation. Je remercie également la représentante spéciale adjointe pour son exposé aujourd'hui. Merci. Nous félicitons M. Swan pour cette désignation à ce rôle. Il peut compter sur tout le soutien du Rwanda au cours de son mandat. Le Rwanda est favorable à un règlement pacifique de la situation dans l'Est de la RDC en s'attaquant en même temps aux causes profondes du conflit prolongé qui frappe la région. Nous sommes déterminés à participer de manière constructive aux efforts visant à trouver une solution durable à ce conflit. Ceci dit, le conflit dans l'Est de la RDC n'est pas de notre fait. Nous avons toujours été préoccupés par la présence des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, dont l'idéologie génocidaire se maintient et continue de se propager dans le débat public. Les FDLR ne sont pas un groupe armé comme les autres.
Il s'agit d'une force génocidaire fondée par ceux qui ont perpétré le génocide de 1994 contre les Tutsis, une idéologie génocidaire qui n'a pas changé. Pour le Rwanda, cette menace reste donc omniprésente, eu égard au désastre qu'a connu notre pays causé par cette idéologie. Après 31 ans de débat dans cette salle sur les origines et les intentions, je serai donc très clair aujourd'hui. Faire face à la menace que représente les FDLR est indispensable si nous voulons une solution crédible et pérenne au conflit dans l'Est de la RDC. Ce groupe doit être neutralisé, son idéologie et les moyens qu'il utilise pour l'approcher doivent être éliminés. Et quant à la situation plus largement que décrit le secrétaire général dans son rapport, il est clair qu'elle est due également à des dynamiques internes qui nécessitent donc des solutions issues d'initiatives conduites par les Congolais eux-mêmes. Il faut aussi qu'une attention soutenue soit portée aux causes profondes du conflit. Et à cet égard, le cadre de Doha pour la paix offre un cadre important de dialogue pour régler les facteurs internes de l'instabilité. Il faut donc progresser sur cette voie. Les progrès du processus de Doha doivent avancer en parallèle avec la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. C'est essentiel si nous voulons que le cessez-le-feu soit durable et que les conditions soient propices à un règlement politique durable. C'est en effet grâce à ce processus de paix que les questions et problèmes historiques de longue date, notamment ceux touchant les groupes minoritaires, pourront être réglés de manière définitive. Il s'agit aussi de résoudre les problèmes persistants liés notamment au retour des réfugiés. Ce retour doit se faire en toute dignité. N'oublions pas que ces personnes se trouvent dans des camps depuis près de 3 décennies. Il est tout aussi important que les partenaires appuyant ces processus apportent leur pierre à l'édifice. Le succès de ces efforts dépend en effet de la poursuite des contacts, mais ces contacts doivent être impartiaux et reposer sur des faits vérifiables, des éléments de preuve aussi. Les décisions et les actions menées dans le contexte de ce processus de paix doivent renforcer la crédibilité des dits processus, de manière à ce que les parties continuent de respecter ces engagements. Les mécanismes d'appui et d'application doivent s'appliquer de manière juste et égale. En d'autres termes, ces mécanismes non seulement doivent être mis en œuvre en garantissant l'égalité, ils doivent aussi être perçus comme impartiaux. Le Rwanda reste également préoccupé par les souffrances infligées aux populations civiles dans l'Est de la RDC. Le rapport du secrétaire général en témoigne. Des attaques à l'aide de drones se sont intensifiées. Comme le note le rapport, ces attaques ont déjà entraîné de nombreuses pertes parmi les civils, dont la personnes que nos collègues ont citées, qui travaillent pour l'UNICEF et d'autres civils, tués le 11 mars à Goma. Si tous les incidents ne reçoivent pas toute l'attention internationale méritée, n'oublions pas que les communautés des hauts plateaux continuent de subir les conséquences de cette escalade. Si vous le permettez, je voudrais aujourd'hui rappeler certains de ces incidents. J'aimerais que cela soit consigné dans le procès-verbal de cette séance et qui soit prise en compte dans les débats futurs. Les 22 janvier, 24 janvier, 12 février, 7 mars, 9 mars, 19 mars et pas plus tard qu'hier, des frappes à l'aide de drones ont frappé Minembwe et d'autres régions du Nord Kivu. Et dans toutes ces attaques, des civils ont péri. Ces résidents ne pouvaient pas fuir ces attaques. J'espère que cela sera pris en considération. Ces dates sont importantes, les dates que j'ai citées. Je voudrais pour conclure réaffirmer
l'attachement du Rwanda à la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington et son soutien au cadre de Doha pour la paix. Mais ces accords et ces processus doivent aujourd'hui produire des résultats concrets. Le fonctionnement des mécanismes de surveillance doit être effectif si nous voulons bâtir des relations de confiance et appuyer la pleine mise en œuvre des engagements pris. Si nous restons concentrés sur la mise en œuvre et sur les causes profondes du conflit, nous avons une réelle possibilité d'avancer vers une paix durable et pérenne dans la région de manière honnête et complète. Merci, Monsieur le Président. Merci également aux membres du Conseil de leur attention. Je remercie le représentant du Rwanda et je donne la parole au représentant de la RDC, République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République démocratique du Congo salue votre présence, Monsieur Massad Boulos, conseiller principal aux affaires africaines et arabes du président Trump, et remercie Madame Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe pour la protection et les opérations au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo pour son exposé. Nous saisissons également cette occasion pour rendre hommage au personnel de la MONUSCO qui continue d'accomplir son mandat dans des conditions particulièrement difficiles et dangereuses. Permettez-moi également, au nom de mon gouvernement, d'adresser mes condoléances les plus sincères à la France, aux Nations Unies, à la grande famille humanitaire ainsi qu'aux familles biologiques de 4 personnes fauchées dans l'incident du 11 mars 2026. Il s'agit notamment de Madame Karine Bisset, ressortissante française, cadre de l'UNICEF, qui a dédié sa vie au service de l'humanité, ainsi que de 3 autres citoyens congolais. Mon gouvernement suit de très près la situation. Des vérifications sont en cours afin d'apporter la lumière sur les circonstances exactes ayant conduit à cette tragédie survenue à Goma, une ville actuellement sous contrôle du M23, appuyé par le Rwanda. Pour la République démocratique du Congo, la protection des populations civiles et du personnel humanitaire demeure une priorité constante. Monsieur le Président, je n'aurais pas souhaité intervenir à ce stade, surtout après la prise de position de A3 dont nous faisons partie, mais entendre la déclaration du représentant du Rwanda, je me sens obligé de dire quelque chose au titre national. S'associant à la déclaration donc faite par les A3, la République démocratique du Congo exprime sa profonde indignation face à la poursuite des hostilités dans l'est de son territoire, en violation flagrante des engagements pris dans le cadre des processus de Washington et de Doha. Le rapport du secrétaire général est sans ambiguïté. Les offensives du M23 se poursuivent avec le soutien des forces de défense rwandaises. Ces faits établis au plus haut niveau des Nations Unies confirment une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de mon pays. Sur le terrain, cette coalition M23 RDF continue d'occuper des localités congolaises, d'y établir des administrations parallèles, d'être documentées. Le M23 étant identifié comme le principal auteur de ces abus. À Goma et à Bukavu, et partout sur les territoires contrôlés par les forces rwandaises, l'espérance de vie des jeunes Congolais est passée de 24 heures. Un véritable génocide qui mérite d'être arrêté. Ces actes ne peuvent être relativisés. Ils ne constituent pas de simples incidents, mais des violations graves du droit international et une atteinte directe à l'autorité du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo appelle à la mise en œuvre immédiate
intégrale et sans concession de la résolution 2773, notamment le retrait des forces de défense rwandaises du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Le respect des décisions du Conseil de sécurité ne saurait être optionnel. La République démocratique du Congo tient à réaffirmer l'importance centrale de la MONUSCO comme pilier de la protection des civils et de la stabilisation. Dans la phase actuelle, son rôle dans l'architecture du cessez-le-feu est déterminant. Sa participation au mécanisme conjoint de vérification élargi, son appui au mécanisme de suivi du cessez-le-feu et de ses contributions techniques constituent des éléments essentiels pour assurer la crédibilité du processus. Le renforcement du rôle de la MONUSCO dans le monitoring du cessez-le-feu est indispensable pour garantir la transparence, la vérification indépendante et la responsabilisation des parties. À cet égard, mon pays insiste sur la nécessité de garantir la pleine liberté de mouvement de la mission, la levée de toutes les restrictions dans les zones sous contrôle du M23 et la mise à disposition de ressources adéquates pour lui permettre d'exercer pleinement son mandat. La République démocratique du Congo réaffirme par ailleurs son engagement constant, sincère et de bonne foi dans les processus politiques en cours. Nous restons pleinement engagés dans les processus de Washington et de Doha, ainsi que dans l'ensemble des initiatives régionales et internationales visant à parvenir à une paix durable. Nous réitérons notre adhésion pleine et entière à la médiation conduite par l'Union africaine qui demeure essentielle dans la recherche d'une solution politique. À cet égard, nous saluons le rôle du médiateur de l'Union africaine, félicitons le médiateur togolais pour ses efforts soutenus, ainsi que l'ensemble des facilitateurs et partenaires engagés, notamment l'Union africaine, les États-Unis, le Qatar et les organisations régionales. Nous appelons à redoubler d'efforts, à renforcer la coordination entre les différentes initiatives et à maintenir une pression constante sur les partis qui persistent à violer leurs engagements. La République démocratique du Congo prend également note avec satisfaction des mesures adoptées par certains partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, à travers des sanctions visant des responsables impliqués dans la déstabilisation de la région. Ces mesures constituent un signal important et doivent être renforcées afin de mettre fin à l'impunité. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo réaffirme son droit légitime à restaurer pleinement son autorité sur l'ensemble de son territoire. Aucune solution durable ne pourra être envisagée sans le respect strict de son intégrité territoriale. Le démantèlement des administrations parallèles et le rétablissement effectif de l'autorité de l'État. La position de mon gouvernement est claire. Il ne peut y avoir de paix sans respect de la souveraineté, il ne peut y avoir de processus crédible sans mise en œuvre des engagements et il ne peut y avoir de stabilité sans responsabilité. La République démocratique du Congo ne manque ni de volonté ni d'engagement. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est une action résolue, cohérente et collective pour faire respecter les décisions de ce Conseil et mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Le moment n'est plus aux déclarations d'intention, il est à l'action. Permettez-moi pour terminer, Monsieur le Président, sans abuser de votre temps, de répliquer succinctement à ce que le représentant du Rwanda venait de dire, notamment en ce qui concerne le FDLR et les discours de haine. Ce sont des choses sur lesquelles nous sommes revenus plusieurs fois. Je ne vais pas en abuser. Je voudrais tout simplement dire que les FDLR dont le Rwanda parle sont des citoyens rwandais et que la plupart d'entre eux se trouvent sur le territoire qui est contrôlé actuellement par le Rwanda, c'est-à-dire l'est de la RDC, la partie de Goma, la partie de Bukavu. Nous avons accepté de collaborer à cette activité pour apporter la paix chez nous. Et nous sommes disposés à exécuter les obligations qui nous incombent à ce titre-là. Le discours de haine dont ils ont parlé, c'est finalement quelque chose qui nous étonne, car le Rwanda s'est permis d'envahir le territoire de tout un pays
mais craint un discours de haine alors qu'il conduit un génocide sur le territoire de la République démocratique du Congo. L'exploitation des ressources naturelles. Il nous a pris 30 ans pour convaincre ce Conseil que les minerais exportés par le Rwanda sont exploités sur le territoire congolais. Dieu merci que la vérité a fini par triompher. Aujourd'hui, je crois que ce Conseil a compris. Et nous croyons aussi que la communauté internationale a compris. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser de votre temps. J'ai dit et je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour son intervention. Nous n'avons plus d'orateurs inscrits sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre la discussion en consultation à huis clos. Mais avant de lever la séance, étant donné que cette réunion est la dernière prévue pour le mois de mars, je voudrais tous et toutes vous remercier au nom de la délégation des États-Unis. Remercier aussi le secrétariat du Conseil pour le soutien qui nous a été octroyé. Ce fut un mois chargé, sans nul doute. Un mois au cours duquel nous avons pu dégager un consensus sur plusieurs questions importantes relevant du mandat du Conseil. Nous n'aurions pas pu le faire sans votre concours, sans les efforts inlassables et les contributions positives, le soutien de chacune des délégations et des représentants du secrétariat. Nous n'oublions pas non plus l'équipe technique, services de conférence, interprètes, traducteurs, verbatim et personnel de sécurité. Alors que notre présidence touche à sa fin, je pense pouvoir m'exprimer au nom de tous les membres du Conseil pour souhaiter à la délégation de Bahreïn les pleins succès pour le mois d'avril. Merci, la séance est levée.